d'être venu ce matin pour cette matinée d'information sur le décret du 7 février 2019. Donc voilà, je me présente, Marie McMahon, je suis conseillère au cabinet de la ministre de l'Éducation et au sein de la cellule École et Société. Et je suis en charge de la mise en œuvre du projet relatif au renforcement de la langue d'apprentissage, qui est prévu dans l'avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d'excellence, qui a donné lieu à ce décret du 7 février 2019. Donc cette matinée d'information que voilà, j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui, la concrétisation d'un travail important qui aura un impact majeur sur le soutien et la réussite des élèves primo-arrivants et assimilés au primo-arrivants. Il s'agit de l'accueil, de la scolarisation et l'accompagnement de ces élèves dans notre enseignement. La mise en œuvre de ce décret en cette rentrée 2019 vise, donc, comme j'ai dit, à améliorer le soutien à ces élèves afin qu'ils puissent être accueillis dans un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants assimilés, le LASPA, avec des modalités et des moyens renouvelés et augmentés. Les avancées majeures du décret peuvent être résumées comme suit. Premièrement, voilà, le profil de l'élève qui ne maîtrise pas la langue de l'enseignement est précisé pour permettre aux écoles d'offrir un enseignement différencié et adapté en fonction des différents profils d'apprentissage des élèves. On va retrouver la définition d'élève primo-arrivant qui, elle, est la définition que vous connaissez et qui est pratiquée depuis un certain nombre d'années. Vous avez l'élève assimilé au primo-arrivant et enfin, vous avez l'élève FLA dans l'enseignement fondamental. La définition d'élève assimilé au primo-arrivant va permettre de prendre en compte le parcours migratoire de l'élève ou de nationalité étrangère, qui est peu scolarisé en Belgique malgré un temps de présence sur le territoire de plus d'un an. Je pense par exemple les élèves de nationalité italienne, portugaise, espagnole, ou alors les élèves demandeurs d'asile, mais qui ont été scolarisés en Flandre l'année précédente. Donc, ces élèves deviennent à ce moment-là des élèves assimilés au primo-arrivant. Deuxièmement, voilà, nous avons mis en œuvre des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement qui ont été construits sur base des niveaux d'aptitude langagière du cadre européen commun des références des langues, le fameux CECRL. Ils ont été adaptés à l'âge des élèves et permettent d'évaluer le niveau de maîtrise de la langue de l'enseignement des élèves assimilés au primo-arrivant. Et c'est sur base des indications fournies par ces outils qui vous permettront de recevoir des moyens complémentaires. Le troisièmement, et ça je crois que c'est très très important, c'est que le dispositif SASPA n'est plus limité à un nombre d'écoles sur base d'un appel à candidature. Ainsi que dès que les écoles accueillent au moins 8 élèves primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants, ils peuvent recevoir des périodes d'ASPA s'ils le souhaitent. Il n'y a donc plus d'appel à candidature, il n'y a plus de décision du gouvernement pour ouvrir un ASPA. Dès que vous avez 8 élèves primo-arrivants ou assimilés, vous pouvez ouvrir une structure d'ASPA. L'objectif est bien sûr de pouvoir ne plus se retrouver avec des écoles qui accueillent un énorme nombre d'élèves primo-arrivants, ce qui ne facilite pas leur intégration par la suite de l'enseignement, mais de plutôt ouvrir des plus petites structures avec un petit peu moins d'élèves, mais qui va alors à ce moment-là faciliter leur intégration. Ensuite, quatrièmement, l'enveloppe budgétaire qui était dédiée au DASPA les années précédentes, qui va maintenant être dédiée au décret du 7 février 2019, n'est plus une enveloppe budgétaire fermée. C'est-à-dire que les périodes sont octroyées en fonction du nombre réel d'élèves primo-arrivants ou assimilés. Et l'objectif, évidemment, est d'éviter les situations qu'on a connues où plus il y avait d'élèves primo-arrivants, moins il y avait de moyens, puisque l'enveloppe était fermée et distribuée. Comme vous pouvez le constater, ce décret offre bien des nouvelles possibilités d'aide et de soutien. Au niveau de notre travail à nous en tant qu'administration, en tant que cabinet, n'est pas terminé. C'est-à-dire que dans les mois qui arrivent, l'objectif est de pouvoir offrir des formations continues aux enseignants, des formations en français langue étrangère, en français langue de scolarisation ou en français de langue d'apprentissage, et de construire des modules de formation, de développer des outils de compétences langagières et également prévoir aussi peut-être certains attendus pédagogiques dans le cadre du DAS. Donc, ce décret n'est vraiment pas un aboutissement ou une fin en soi, mais voilà, le début vraiment d'un véritable travail de prise en compte et de reconnaissance des besoins
de ces élèves et aussi des besoins des enseignants qui les accueillent. Donc voilà, je voudrais vous souhaiter une excellente matinée et j'espère que voilà, celle-ci pourra vous apporter les informations nécessaires à la mise en place de ce soutien. Et donc d'ailleurs, il y a une grosse nouveauté par rapport aux moyens de communication qui est développé ici. Donc c'est un test, c'est-à-dire que nous sommes regardés au même moment sur Internet par d'autres directeurs d'école ou enseignants qui puissent nous suivre donc en direct sur Internet. Donc je leur souhaite aussi également la bienvenue. Tout ce qui est PowerPoint et aussi les vidéos qu'on est en train de filmer, il y a une petite caméra là, une petite caméra là. Donc ces vidéos pourront être par la suite disponibles sur le site soit enseignement.be, soit un moyen de communication. Donc vous pourrez retrouver ces vidéos sur Internet. Donc voilà, je cède peut-être la parole à Madame Anne Lamens, directrice générale adjointe. En charge de la technique aujourd'hui. En charge de la technique aujourd'hui. Donc juste 2-3 précisions techniques. Donc comme Marion vous l'a dit, on est suivi en ligne par pour l'instant 18 personnes qui regardent la séance en même temps que vous. Donc on a déjà fait l'expérience lundi avec les écoles de l'enseignement fondamental. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est que dans les parties questions-réponses, il faut vraiment que vous attendiez d'avoir le micro pour parler, parce que sinon les personnes qui nous regardent, elles n'entendront pas du tout la question et ça sera un peu, elles entendront juste la réponse. Donc voilà, il y a une personne qui va venir pour dispatcher le micro dans la salle, et donc voilà, c'est la seule contrainte qu'on aura aujourd'hui. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marion pour l'introduction et Anne pour les explications techniques. Voilà, je m'appelle Vincent Milquin, je suis responsable de la direction de l'organisation des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire. Nous allons, durant 1h30, avec ma collègue Audrey Moulierac, ici à ma gauche, vous exposer, j'espère de la manière la plus pédagogique et la plus exhaustive possible, les différents éléments du décret, pour ce qui concerne du moins la notion d'élèves pris en compte pour la structure d'ASPA et le calcul d'encadrement. Donc pour le reste, d'autres intervenants vont suivre. Voilà, je cède la parole à Audrey. Voilà, bonjour. Pour cette première partie de matinée, en fait, nous allons vous présenter les nouvelles dispositions du DASPA et du tout nouveau dispositif FLA. Et notre présentation sera en 4 parties. Donc, une première partie, on va plutôt parler des élèves bénéficiaires des dispositifs. Une deuxième partie plutôt sur le DASPA, son organisation et l'encadrement dont il pourra bénéficier. Une troisième partie qui visera la scolarisation des élèves dans le DASPA. Et une dernière partie, on va parler de plusieurs choses, dont le dispositif FLA, français langue d'apprentissage, sur lequel je reviendrai, et aussi les implications que ces nouvelles dispositions auront dans les applications informatiques. Et après chaque partie, il y aura une pause pendant laquelle vous pourrez poser des questions. Donc vous pourrez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc le cadre légal pour l'organisation de ces dispositifs que Marion a présenté, c'est le décret du 7 février 2019 qui vise l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la communauté française. C'est donc ce décret qui a apporté des modifications au DASPA et qui a introduit le nouveau dispositif d'accompagnement FLA, français langue d'apprentissage. Les dispositions du décret ont été détaillées dans une circulaire parue le 11 juillet, la circulaire 7232. Donc on a essayé de faire la plus complète possible avec de nombreux exemples, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire. Et une circulaire parue cette semaine, plus spécifiquement sur les outils d'évaluation du français, que Marion présentera en deuxième partie de matinée, puisqu'il y aura une présentation sur les outils d'évaluation de la maîtrise de la langue. 2 arrêtés ont aussi été adoptés le 17 juillet. Sans entrer dans les détails, ces arrêtés apportent des compléments aux dispositions du décret sur pour le premier, les outils d'évaluation du français et les partenariats. Et le deuxième vise plus spécifiquement les formations et attributions des enseignants. Ce nouveau cadre légal entre en vigueur au 1er septembre 2019 et il vise à fournir un accompagnement scolaire à 2 catégories d'élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement secondaire,
à savoir les primo-arrivants et les élèves dits assimilés aux primo-arrivants. Donc, pour ces élèves, des moyens complémentaires vont être octroyés aux écoles qui les accueillent pour l'organisation de 2 dispositifs exclusifs. Donc, les écoles devront organiser soit un DASPA, dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants et des assimilés. Donc, il consiste vraiment en une étape de scolarisation intermédiaire pour des élèves qui ne peuvent pas rejoindre directement une année d'études et qui vise à leur fournir un accompagnement en français et une mise à niveau avant de rejoindre l'année d'études. Soit les écoles, si elles n'organisent pas de DASPA, devront organiser un dispositif d'accompagnement FLA, français langue d'apprentissage, qui visera lui plutôt des élèves qui sont inscrits dans une année d'études dans laquelle ils répondent aux conditions d'admission, mais qui ont besoin de renforcement en français au sein de l'année d'études. Les élèves bénéficiaires des dispositifs sont donc 2 catégories d'élèves. Tout d'abord, les primo-arrivants, et Marion l'a dit, la définition ne change pas. Pour l'élève primo-arrivant, c'est l'élève qui remplit 3 conditions. Une condition d'âge, donc c'est un élève qui a moins de 18 ans. Une condition de nationalité ou de statut, c'est un élève qui est soit réfugié ou demandeur d'asile, soit ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement de l'OCDE de la liste de 2012, qui est en annexe à la circulaire 7232, soit un élève apatride. L'élève doit répondre à une 3e condition de temps présent sur le territoire, c'est donc un élève qui est arrivé sur le territoire national depuis moins d'1 an. Pour cet élève primo-arrivant, on aura une présomption de non-maîtrise de la langue du français. Voilà, alors 2 exemples d'élèves primo-arrivants. Donc, par exemple, un élève syrien qui a 16 ans, qui est arrivé en Belgique le 1er août 2019 et qui est inscrit à la date du 1er septembre 2019. Donc, il a moins de 18 ans, il est ressortissant d'un pays de la liste OCDE de 2012, il est en Belgique depuis moins d'1 an, donc il remplit les conditions, c'est bien un primo-arrivant. Autre cas, un élève russe de 17 ans qui a le statut de réfugié, arrivé en Belgique le 2 septembre 2018 et inscrit le 1er septembre 2019. Moins de 18 ans, il est réfugié, il est depuis moins d'1 an en Belgique, donc 1 an moins 1 jour, il est primo-arrivant. 2e catégorie d'élèves, c'est donc l'élève assimilé au primo-arrivant. C'est l'élève qui répond à 4 conditions, toujours une condition d'âge, donc c'est un élève qui a moins de 18 ans. Toujours une condition de nationalité, c'est un élève de nationalité étrangère ou apatride, ou éventuellement qui a obtenu la nationalité belge suite à une adoption. C'est un élève qui fréquente une école organisée ou subventionnée par la communauté française depuis moins d'1 an, et un élève qui a une connaissance insuffisante de la langue et qui a obtenu le résultat C à l'outil d'évaluation de maîtrise de la langue. Donc, comme l'avait dit Marion, cette catégorie d'élèves permet d'étendre les bénéficiaires potentiels à tout élève de nationalité étrangère et à des élèves qui seraient depuis plus d'1 an en Belgique, mais qui auraient été peu scolarisés en communauté française. La nouveauté principale à la rentrée, c'est le développement d'outils d'évaluation de la maîtrise de la langue qui vont donc sanctionner de manière objective que l'élève maîtrise insuffisamment la langue pour suivre les cours avec des élèves d'une autre année d'études et qu'il va devoir bénéficier d'un soutien spécifique. Alors de nouveau des exemples, donc un élève italien de 15 ans arrivé en Belgique en 2015, mais qui est scolarisé en communauté flamande et qui s'inscrit pour la première fois en communauté française à la date du 1er septembre 2019. Il a moins de 18 ans, il est de nationalité étrangère, il est depuis moins d'1 an dans l'enseignement en communauté française, il obtient un résultat C à l'évaluation de la maîtrise de la langue française, on peut le considérer comme assimilé au primo-arrivant. Alors, une remarque importante, un élève qui ne peut être considéré comme primo-arrivant car ne remplissant pas la condition de temps de présence sur le territoire pourrait éventuellement être considéré comme assimilé, confère le russe de l'exemple précédent, qui était primo-arrivant parce qu'inscrit à la date du 1er septembre 2019, mettons qu'il s'inscrive 4 jours plus tard, donc le 5 septembre, il pourra être considéré comme assimilé au primo-arrivant, mais il ne sera plus primo-arrivant au sens strict du terme. Donc, il pourra, comme les autres, intégrer également un DASPA. Et un autre exemple ici, un élève syrien de 17 ans arrivé en Belgique le 1er septembre 2017, mais scolarisé en communauté française depuis moins d'1 an. Quelques mots sur les outils d'évaluation de la maîtrise de la langue, sans entrer dans les détails puisqu'ils feront l'objet d'une 2e présentation en fin de matinée. Et donc, des outils ont été développés cette année pour permettre de déterminer le niveau de maîtrise du français des élèves. Il y aura 2 résultats possibles au test que passeront les élèves. Un résultat A,
qui va permettre de déterminer une maîtrise suffisante de la langue, et un résultat C, qui va permettre de déterminer une maîtrise jugée insuffisante de la langue pour suivre les cours, et qui permettra de catégoriser l'élève comme assimilé au primo-arrivant. Les tests varient en fonction de l'âge des élèves. Il y aura 2 tests dans le secondaire, un pour les élèves de 12 à 14 ans, un pour les élèves de 15 à 18 ans. Et un élève ne pourra passer l'évaluation de la maîtrise de la langue qu'une seule fois au cours de sa scolarité. Donc il passe le test une fois, il est catégorisé comme assimilé primo-arrivant et il ne peut pas repasser le test dans le futur. Est-ce que vous avez à ce niveau-là des questions sur le statut des élèves? Dans les cas que vous avez exposés par rapport aux élèves qui sont assimilés, il y a un cas que nous rencontrons à l'école, ce sont les élèves belges, mais qui ont vécu tout le temps à l'étranger, qui ont été scolarisés dans une langue étrangère et qui reviennent avec leurs parents vers la Belgique. Et du coup, il me semble que le décret ne s'adresse pas à eux. Or, ce sont des élèves qui, pour nous, sont à la limite dans le même cas que certains qui sont primordialement. Donc un élève de nationalité belge, mais scolarisé dans une autre langue à l'étranger, de retour en Belgique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves? Donc il y a 2 choses. D'abord, voilà, dans le cadre du décret ici du 7 février 2019, effectivement, ces élèves belges, donc élèves belges, ne sont pas considérés comme un primo-arrivant, ni comme un assimilé primo-arrivant. C'est un choix qui a été posé par le projet de décret, de pouvoir réserver des moyens spécifiques pour les élèves du fondamental pour ces élèves-là. Donc au niveau du fondamental, ils pourront effectivement recevoir des moyens supplémentaires. On a souhaité pouvoir prendre en charge plus vite ces élèves-là dans le fondamental pour éviter qu'ils arrivent dans le secondaire avec ces difficultés-là. Donc il y a une série d'élèves qui avaient, pour l'instant, qui avaient ces difficultés, qui étaient belges et qui avaient ces difficultés, qui, eux, vont être pris en charge dès la maternelle ou dès le fondamental. Donc, c'est effectivement un élève belge qui arrive de l'étranger, dans le fondamental, il va recevoir des moyens parce qu'on veut prendre en charge le plus vite possible la difficulté, et on espère qu'au moment où il arrivera dans le secondaire, ces difficultés seront résolues. Oui, mais quand il arrive dans le secondaire. Oui, effectivement, pour ces élèves qui arrivent dans le secondaire en tant que tel, là, il n'y a pas il n'est ni primo-arrivant, ni assimilé. Maintenant, il y a d'autres moyens qui sont mis au niveau du RCD, notamment, pour les fameux moyens remédiation, voilà, qui pourront également être mis en place. Maintenant, rien n'empêche que l'école d'organiser son établissement scolaire pour que ces élèves puissent aussi avoir des périodes d'accompagnement. Mais ils ne rentrent pas dans le calcul d'encadrement. Alors, on a une question d'un téléspectateur. Que devient l'élève assimilé qui obtient un A à l'évaluation de la langue? Donc, s'il obtient un A à l'évaluation de la langue, ça veut dire qu'il maîtrise suffisamment la langue pour pouvoir suivre les apprentissages. Donc, il ne rentre pas dans le calcul de l'encadrement. Il n'est pas un élève assimilé. Je pense que toutes ces questions, les questions par rapport aux outils et au contenu des outils seront abordées un petit peu plus tard dans la matinée. Mais les outils ont été conçus pour que si un élève réussisse l'outil, il maîtrise suffisamment la langue et donc il n'a pas besoin, en tout cas, de périodes supplémentaires pour l'apprentissage à l'enfance. Bonjour. Monsieur a parlé, je pense, ou madame, je ne sais plus, de l'idée qu'un des objectifs poursuivis était d'avoir un encadrement plus confortable en fonction du nombre d'élèves réduits.
Donc la question serait d'éventuellement envisager ces petites structures dans un seul établissement plutôt que dans différents établissements répartis dans une région déterminée, par exemple. Donc, est-ce que les moyens sont disponibles pour que les petites structures, allez, imaginons un cas concret, 5 écoles dans la région, 4 ne sont pas intéressés par l'organisation d'un ASPA. Un ASPA existe dans la 5e école. Est-ce que les moyens seront disponibles pour l'organiser dans l'esprit d'une petite structure interne alors à cet établissement-là? Et par exemple, avoir 2 classes de 10 plutôt qu'une classe de 20. Est-ce que les moyens seront disponibles? Je pense que dans la suite de la présentation, on va vous expliquer le calcul de l'encadrement. Donc, vous verrez effectivement que les moyens, contrairement aux années qu'on a connues, où on avait plus d'élèves, moins de moyens parce que l'enveloppe était fermée, ici, il va y avoir vraiment une prise en compte du nombre réel d'élèves. Donc, ça va vraiment, pour les grosses structures, effectivement, ça va avoir un impact budgétaire plus important. Mais ce que je voulais dire dans mon exemple, c'est que l'objectif aussi, c'est de pouvoir, quand vous dites les 4 écoles, les 5 écoles, il y en a une qui est intéressée, l'objectif, c'est aussi de dire aux 4 autres écoles, vous savez, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'organiser un ASPA, il n'y a plus de contraintes au niveau administratif, il y a les moyens suffisants pour que dès qu'il y a 8 élèves, il puisse y avoir l'organisation d'une structure d'ASPA bien en place, avec les moyens suffisants. Et donc, l'objectif est sur vos 50 élèves dans une structure, que les écoles, les 5 autres écoles en prennent 10. Ça, c'est l'objectif qui est poursuivi. Il ne va pas se réaliser en un coup, évidemment, mais c'est vraiment de pouvoir ouvrir la possibilité que plusieurs écoles puissent, avec un centre d'accueil à proximité, accueillir ces élèves et qu'on ne se retrouve plus à des situations où j'ai sur le même territoire plusieurs écoles qui sont intéressées pour ouvrir un ASPA, mais en fait, le décret avant permettait un centre d'accueil, un ASPA, et donc on se retrouvait bloqué donc souvent tous ces élèves étaient scolarisés dans une école. Ici, c'est vraiment pour ouvrir la possibilité à plusieurs écoles de participer à ce type de projet. Bonjour, aussi une petite question par rapport en tout cas à est-il obligatoire en tout cas d'ouvrir un ASPA ou un FLA, étant donné que j'ai cru comprendre que c'était l'un ou l'autre, ou bien si je suis complètement trompé. On va peut-être aborder la question dans la suite de la présentation. Donc, les questions ici portaient exclusivement sur les définitions. Donc, nous allons avancer dans le PowerPoint et vous aurez certainement des éléments de réponse sur ces questions. J'ai juste une question de la téléspectatrice à qui nous avons répondu par rapport à que devient l'élève assimilé qui obtient un A. Elle demande si dans ce cas-là, ils doivent introduire une équivalence de diplôme. Alors, effectivement, s'il ne peut pas rejoindre la structure du DASPA, il doit obtenir une équivalence pour pouvoir être inscrit dans une année d'études de l'enseignement secondaire, puisqu'il y a des conditions d'admission à remplir. Donc, avec ces documents, il doit effectivement demander une équivalence auprès du service des équivalences. Bonjour, j'ai une question, je fais partie de la question générale. Comment fera-t-on, nous, de l'extérieur, nous on oriente des élèves vers les écoles, soit les primos avant qu'ils soient encore dans l'école, comment on va faire pour identifier les écoles qui auront un dispositif particulier? Parce qu'avant c'était simple, on affichait la liste, forcément on sait les écoles qui ont un dispositif d'ASPA. Maintenant, puisqu'on peut en ouvrir beaucoup plus, est-ce que vous avez prévu, sur le site enseignement.be ou peu importe, de pouvoir identifier les écoles qui auront un dispositif particulier? Bien sûr, on abordera la question dans le point application informatique, puisque au départ, des informations que les établissements scolaires vont nous envoyer, les inscriptions des élèves, il y aura des calculs d'encadrement qui vont se faire et nous aurons à disposition pour tout public la liste des établissements qui organisent le DASPA et ceux qui bénéficient également de périodes pour organiser le dispositif FLA. Donc ça, on va essayer de l'envisager également pour qu'il y ait une communication vers l'extérieur. Bonjour. Je me posais la question pour des élèves qui arriveraient par exemple dans une 3e professionnelle dans l'école. Il n'y a pas de premier degré dans l'école, mais il y a un DASPA. Et cette 3e accueille soit des élèves ex-DASPA qui ont fait un an là, ou des élèves qui étaient ailleurs avant,
peut-être non scolarisés ou en DASPA, mais qui ne maîtrisent toujours pas la langue française. Est-ce qu'on peut leur faire passer le test et est-ce qu'ils peuvent rentrer dans une catégorie? Donc, comme M. Mankin l'a souligné, on passe une fois l'outil d'évaluation et puis ça enclenche les moyens pour 24 mois dans le cadre des, comme ça on y reviendra, donc il y a des périodes qu'on appelle 0,4 qui eux sont 24 mois et puis on a les périodes d'ASPA où on peut aussi aller jusqu'à 24 mois si l'élève est non alphabétisé. Donc ça, une fois qu'il rentre dans le système, il est parti en tout cas pour des périodes 0,4 jusqu'à 24 mois. Et ces périodes suivent l'élève quand il change d'établissement scolaire, donc puisqu'il est inscrit dans le cadre de Ciel, et donc on peut suivre alors à ce moment-là plus facilement au moment du changement d'école, hop, les moyens basculent dans l'école qui l'accueille. Imaginons un élève primo-arrivant qui est scolarisé pendant 6 mois dans une école d'ASPA, ça se passe plutôt bien et il a besoin et on décide avant de l'immerger ou alors faire une immersion dans une école professionnelle. Donc là, à ce moment-là, effectivement, les moyens vont suivre l'enfant s'il s'inscrit dans une école professionnelle au bout de 6 mois, alors il va recevoir son 0,4, ça va suivre tout le long de. Au bout de 6 mois, mais s'il a fait une année complète de DASPA, on ne peut plus lui faire passer. On ne peut plus faire, donc on passe de nouveau une fois le test, donc il faut vraiment la différence entre le moment où on regarde s'il remplit les conditions et les effets de son statut. C'est pas parce qu'il perd un élément de son statut que celui-ci n'a plus d'impact sur l'encadrement. Donc vraiment pendant 24 mois, il a droit à son encadrement et celui-ci va suivre l'élève en cas de changement. Je pense à ceux qui s'inscriraient maintenant en 3P et qui n'ont jamais fait ce test en DASPA avant. Ah oui, non, mais ça, à ce moment-là, s'ils remplissent les conditions, il n'y a pas de souci. Oui, pour autant que les autres conditions soient remplies, effectivement, alors ils peuvent présenter le test. Mais on ne le passe qu'une fois. On continue? Donc, on revient maintenant plus spécifiquement au DASPA et à l'organisation du DASPA d'abord et au changement introduit par le nouveau cadre légal par rapport au système qui existait depuis 2012. Donc, comme l'a dit Marion, les dispositions pour la création d'un DASPA changent puisque la création n'est plus soumise à l'appel à la candidature du gouvernement et n'est plus liée à la présence d'un centre d'accueil. Mais toute école qui le souhaite pourra organiser un DASPA à condition d'inscrire au moins 8 élèves primo-arrivants et ou assimilés à la date du 1er octobre de l'année scolaire et d'informer l'administration. Vous avez les contacts dans la circulaire. Alors, on demande que vous nous informiez pour le 31 août. Ce n'est pas une obligation légale, c'est juste pour nous de manière pratique. Si vous créez un DASPA, on doit aller créer dans le dossier signalétique COS de votre école l'organisation du DASPA pour vous permettre, dans les applications d'inscription, d'inscrire vos élèves en DASPA. Donc, c'est vraiment pour des raisons pratiques. Une fois le DASPA créé, il peut être maintenu si vous accueillez toujours au moins 8 élèves primo-arrivants ou assimilés au 1er octobre de chaque année scolaire. Attention, il n'y a pas de dérogation possible à cette norme de 8 élèves. Donc, si au 1er octobre, vous n'avez pas 8 élèves primo ou assimilés, le DASPA devra fermer. Ce qui veut dire aussi que les élèves devront être réorientés vers un autre DASPA ou vers une année d'études dans laquelle ils devront remplir les conditions d'admission. Voilà, alors on va entrer dans des considérations un peu plus techniques, donc j'espère que vous êtes bien accrochés, en ce qui concerne le calcul d'encadrement pour le DASPA. Donc en fait, le nouveau décret prévoit 3 calculs. D'une part, un calcul NTPP classique pour le DASPA en fonction du nombre d'élèves qui s'intègre en fait dans le calcul du NTPP global de l'établissement. Une deuxième catégorie, ce sont des périodes dites forfaitaires octroyées spécifiquement pour l'organisation du DASPA. Et puis une troisième catégorie, ce sont des périodes complémentaires qui, elles, sont distribuées au bénéfice des élèves primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants, mais qui sont octroyées à tout établissement, quel qu'il soit, qui accueille un primo ou un assimilé primo-arrivant ou plusieurs, mais sans toutefois décider d'organiser le DASPA.
Les deux premières catégories de périodes d'encadrement ne sont octroyées qu'à partir du moment où le DASPA existe, c'est-à-dire qu'il remplit la condition de 8 élèves minimum, comme Audrey vient de l'expliquer. Alors, on va aborder chaque catégorie de manière plus détaillée, pour voir un petit peu comment le calcul d'encadrement est réalisé. Alors, première catégorie, c'est ce que nous baptisons NTPP DASPA. Donc, c'est un calcul qui s'intègre au calcul du NTPP global, je l'ai dit, et qui considère en fait le DASPA comme une catégorie de comptage NTPP au même titre que la catégorie des élèves de première année commune, première et deuxième année commune, ou de première différenciée ou de deuxième différenciée, voire du général, technique de qualification, que sais-je. Donc il y a 18 catégories de comptage. Ici, on en a une de plus qui vaut spécifiquement pour le DASPA. Et donc il faut bien évidemment organiser un DASPA, avoir la condition, remplir la condition de 8 élèves minimum inscrits pour pouvoir bénéficier de ces périodes. Donc la formule est la suivante, elle est relativement simple. Donc pour les 25 premiers élèves inscrits, on leur octroie 32 douzièmes de période, et à partir du 26e, chaque élève rapporte 32 quatorzièmes. Alors la date du comptage de ces périodes, c'est par principe le 15 janvier, puisque c'est intégré au calcul du NTPP classique, et le comptage 15 janvier des élèves en DASPA va déterminer la partie NTPP DASPA qui sera applicable du 1er septembre au 30 juin suivant. Et attention, puisque c'est intégré au calcul NTPP, ces périodes vont pouvoir faire l'objet d'un recalcul éventuel à la hausse ou à la baisse selon l'écart mesuré entre le 1er octobre, le comptage du 1er octobre et le comptage du 15 janvier. S'il est de plus de 10% ou de moins de 10%, comme vous le savez, dans le calcul NTPP, il y a un recalcul qui est fait avec un lissage prévu, puisqu'on fait la moyenne des deux résultats, celui du 15 janvier et celui du 1er octobre. Alors, pour les écoles qui organisent un nouveau DASPA et qui ne comptaient pas d'élèves au 15 janvier, évidemment, ce calcul est prévu au 1er octobre de l'année 2019. Et donc, au 1er octobre, on va déterminer le NTPP DASPA valable du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Alors, un exemple pour que ce soit un peu plus parlant, donc, si on prend le cas d'une école qui crée un DASPA au 1er septembre 2019, c'est un nouveau DASPA, donc l'année de création, son NTPP va être calculé au 1er octobre. Et si le DASPA compte 30 élèves, il bénéficiera d'un encadrement pour l'année scolaire 2019-2020 de 32 douzièmes pour les 25 premiers et 32 quatorzièmes pour les 5 suivants, ce qui fait 78 périodes valables du 1er octobre au 30 juin 2020. Maintenant que le DASPA est créé, il aura une population au 15 janvier 2020 et c'est sur cette population qu'on va calculer le NTPP pour l'année scolaire suivante. Donc on revient à la règle usuelle de calcul du NTPP. S'il compte 25 élèves au 15 janvier 2020, il pourra donc bénéficier d'un encadrement pour 2020-2021 de 32 douzièmes pour 25 élèves, soit 67 périodes, valables cette fois-ci du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Une remarque, c'est que, bien sûr, pour le NTPP DASPA, seuls sont pris en compte les élèves inscrits en DASPA. Donc, si vous avez des élèves primo-arrivants ou assimilés qui seraient inscrits directement dans une année d'études, ils seront pris en compte pour le calcul du NTPP avec les autres élèves de l'année d'études en question. Voilà, donc ça c'est pour la première catégorie de calcul pour les périodes d'ASPA. Deuxième catégorie, ce sont ce qu'on baptise les périodes forfaitaires d'ASPA, toujours pour autant que la condition de 8 élèves minimum soit remplie au 1er octobre. Le mode de calcul est relativement simple, donc on octroie un forfait de 11 périodes pour les 8 premiers élèves inscrits dans le DASPA, et on ajoute des forfaits supplémentaires de 11 périodes par tranche complète de 12 élèves supplémentaires dans le DASPA. Et la date de comptage de ces périodes, qu'on soit l'année scolaire 2019-2020 ou les années scolaires suivantes, sera toujours le 1er octobre. Et les périodes seront valables du 1er octobre jusqu'au 30 septembre suivant. À nouveau un exemple, donc pour une école qui, au 1er octobre 2019,
accueillerait 11 élèves inscrits en DASPA. Elle pourrait bénéficier donc de 11 périodes du 1er octobre au 30 septembre suivant, donc 11 périodes pour les 8 premiers élèves, puisqu'on n'atteint pas la deuxième tranche de 12 élèves. Si cette fois elle inscrit 20 élèves au 1er octobre, elle pourra bénéficier de 11 périodes pour les 8 premiers, plus 11 périodes pour la tranche de 12 supplémentaires, et elle aura donc 22 périodes du 1er octobre au 30 septembre suivant. J'attire votre attention sur le dernier exemple. Donc, si cette fois l'école a 32 élèves, donc encore une tranche de 12 élèves supplémentaires, mais qu'elle inscrit 10 élèves en DASPA et que 12 sont inscrits dans une année d'études spécifique, elle bénéficiera seulement de 22 périodes et pas 33 périodes, puisque les périodes forfaitaires sont octroyées seulement aux élèves du DASPA et pas aux élèves qui seraient inscrits dans une année d'études. Voilà. Alors, la troisième catégorie de périodes, là, il faut s'accrocher un petit peu plus, période complémentaire dite 0,4. Alors, ces périodes sont octroyées pour chaque élève primo-arrivant ou assimilé primo-arrivant inscrit dans l'école. Donc, qu'elle organise ou non le DASPA, l'école bénéficie de ces périodes dites 0,4. Alors, on considère que l'élève est pris en compte pour le calcul de l'encadrement 0,4 durant une période de 24 mois. Alors, cette période de 24 mois débute à la date de première inscription en communauté française pour l'élève qui a le statut de primo-arrivant à ce moment-là. Et pour l'assimiler au primo-arrivant, cette période de 24 mois débute à la date où on a pu constater l'échec au test de maîtrise de la langue française. Alors, un exemple. Donc, un élève acquiert le statut d'assimilé primo-arrivant le 5 septembre 2019, parce que vous avez faire passer le test à cette date-là, eh bien, on pourra prendre cet élève en compte pour le calcul de l'encadrement 0,4, donc uniquement cette partie-là d'encadrement, à 4 dates de comptage, 1er octobre 2019, 15 janvier 2020, 1er octobre 2020 et 15 janvier 2021. Alors, attention ici par rapport aux dates de comptage. Donc, nous avons nos deux dates, 1er octobre, 15 janvier. Le 1er octobre va déterminer cet encadrement 0,4 du 1er octobre au 30 juin. Et le 15 janvier déterminera l'encadrement 0,4 du 1er septembre au 30 septembre de l'année scolaire suivante. Donc ça, c'est le principe général. Mais attention, si au 15 janvier, vous avez une augmentation du volume d'élèves primo-arrivants ou assimilés primo-arrivants de plus de 10% par rapport au nombre d'élèves inscrits au 1er octobre, on va recompter à la hausse cet encadrement 0,4 et ça s'appliquera dès le 16 janvier et ce jusqu'au 30 septembre suivant. Donc ça renforcera évidemment cet encadrement au bénéfice des élèves supplémentaires qui viendraient s'ajouter en cours d'année et qui seraient comptabilisés à la date du 15 janvier. Attention toutefois que si au 15 janvier vous n'avez plus aucun élève primo-arrivant ou assimilé primo-arrivant inscrit, dans ce cas on supprimera l'encadrement 0,4 à partir du 16 janvier. À nouveau un exemple donc de recomptage possible à la hausse au 15 janvier. Donc, on prend l'exemple d'une école qui aurait au 1er octobre 2019 20 élèves primo-arrivants ou assimilés. Elle pourra bénéficier au 1er octobre de 20 fois 0,4 dans 8 périodes. Maintenant, au 15 janvier 2020, elle accueille 22 élèves. Ça fait donc une augmentation égale à 10%, mais on a recomptage à la hausse seulement si l'augmentation est supérieure à 10%. Il n'y a pas recomptage, donc les 8 périodes calculées au 1er octobre sont prolongées jusqu'au 30 juin 2020. Par contre, Vincent l'a dit, pour le mois de septembre de l'année suivante, on se base sur la population du 15 janvier. Donc, cette population au 15 janvier 2020 va quand même, même s'il n'y a pas recomptage, déterminer l'encadrement du mois de septembre suivant. Elle bénéficiera donc de 22 fois 0,4 arrondi, ça fait 9 périodes du 1er au 30 septembre 2020. Si cette fois, elle a au contraire 24 élèves primo-arrivants au 15 janvier 2020, on a une augmentation supérieure à 10% par rapport à la population du 1er octobre. Donc, il va y avoir un recomptage à la hausse et l'école bénéficiera de 10 périodes octroyées à partir du 16 janvier et donc jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. Une petite précision, donc une école
qui n'organise pas de DASPA et qui n'a inscrit qu'un élève primo-arrivant reçoit une période. Donc on arrondit les 0,4 à une période. Alors pour la rentrée de septembre, donc pour l'année scolaire 19-20, pour les écoles qui organisaient un DASPA l'année scolaire 2018-2019, les périodes d'ASPA obtenues sont prolongées pour tout le mois de septembre, donc du 1er septembre au 30 septembre. Par contre, à partir du 1er octobre, on fait entrer en vigueur les nouvelles dispositions pour tous les DASPA. Donc, il y a un calcul d'encadrement pour tous les DASPA existants ou nouveaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui sera basé sur le comptage 1er octobre 2019. Et ça vaut tant pour le NTPP d'ASPA que pour les périodes forfaitaires d'ASPA que pour les périodes 0,4. Donc, on veut attirer l'attention des écoles qui organisent un DASPA jusqu'à ce jour sur le fait que s'il y a une forte diminution du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés primo-arrivants et que leur enveloppe de l'année antérieure était considérable, il faut être attentif évidemment aux engagements du mois de septembre. Maintenant, dans nos calculs, nous avons remarqué que à nombre d'élèves équivalents, le nouveau calcul est plus favorable. Donc, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais on voudrait simplement attirer l'attention en cas d'une forte baisse d'inscrits pour l'année scolaire 2019-2020 sur cet aspect-là. Alors, un exemple un peu plus général, donc vous pouvez retrouver dans la circulaire et pour vous donner un peu une vue d'ensemble de l'encadrement dont pourrait bénéficier un DASPA pour cette année, en tenant compte des 3 types d'encadrement que Vincent va nous présenter. Donc, pour une école qui accueillerait 30 élèves, primo-arrivants ou assimilés au 1er octobre 2019 et qui créerait un DASPA, avec 22 élèves inscrits dans le DASPA et 8 élèves inscrits dans une année d'études, elle aurait un encadrement pour le DASPA au 1er octobre, constitué du NTPP DASPA, seulement pour les élèves du DASPA, donc 32/12e pour ces 22 élèves inscrits en DASPA, ce qui ferait 59 périodes valables jusqu'au 30 juin. Pour les périodes forfaitaires DASPA, elle bénéficierait de 22 périodes pour les 22 élèves du DASPA, dont 11 périodes pour les 8 premiers, 11 périodes supplémentaires pour la tranche de 12 supplémentaires. Et ces périodes sont valables jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Pour les périodes complémentaires, comme l'a dit Vincent, ces périodes 0,4, on tient compte de tous les élèves primo-arrivants à assimiler, indépendamment de l'inscription en DASPA, puisque tous les élèves tous les élèves primo et assimilés génèrent des périodes 0,4. Et l'école bénéficiera donc de 12 périodes, 30 fois 0,4, valables jusqu'au 30 juin 2020, sauf si on a un recomptage des cas échéants au 15 janvier 2020. Donc, cette école aurait, au 1er octobre 2019, un encadrement total de 93 périodes pour son DASPA, indépendamment des ajustements qui pourraient avoir lieu en cours d'année. Donc, ajustements soit pour les périodes 0,4 s'il y a un recomptage à la hausse, soit éventuellement, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas dans la présentation parce que le calcul d'encadrement était déjà assez complexe, mais il y a la possibilité d'obtenir des périodes supplémentaires qui seraient octroyées par le gouvernement en cas d'afflux d'élèves, en cas d'augmentation exceptionnelle du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés dans l'école. Donc c'est quelque chose qui est développé dans la circulaire en détail. Et si vous avez des questions là-dessus, on peut répondre aussi, vous pouvez nous contacter. Est-ce que vous avez des questions sur l'encadrement du DASPA? Attendez le micro. La collègue là-bas. Bonjour. Dans le cas du recomptage NTPP d'ASPA, donc s'il y a une augmentation de plus de 10%, on fait un recomptage. Est-ce que ce recomptage est lié à un éventuel recomptage global ou pas de l'école? Oui, c'est lié au recomptage global pour la première partie du calcul, puisqu'on intègre la... Non, c'est pas tellement ça. La question, c'est le nombre d'élèves d'ASPA. Ah oui, d'accord, pour la mesure de l'écart, c'est ça que vous voulez dire. De 12%, oui. Et de manière, dans le chiffre global de ma population d'école, j'ai pas une augmentation je n'ai pas de recomptage. Effectivement. Les comptages seront séparés ou pas?
Non, pour la partie NTPP, on va mesurer l'écart entre la population du 1er octobre et la population du 15 janvier, hors DASPA et hors 3SDO. Et s'il y a un écart de plus de 10%, on fait un recalcul. Mais si vous avez un accroissement de plus de 10% dans le DASPA, c'est un peu ça, j'imagine, la demande, et qu'il n'y a pas un accroissement global hors DASPA, hors 3SDO de plus de 10%, il n'y a pas de recalcul pour ces parties-là. Pour cette partie-là. Par contre, les autres sont calculés sur base du nombre d'élèves en DASPA au 1er octobre. Donc, vous aurez droit au forfait et vous aurez droit aux périodes 0,4, évidemment. Bonjour. Voilà, le gouvernement a ouvert un centre de réfugiés dans l'établissement. La question est simplement la suivante. Que se passe-t-il pour le mois de septembre, au niveau des périodes, du 1er septembre au 30 septembre? Votre établissement est situé à l'ouest de la région wallonne? Oui. Donc, c'est Moucron? Non, c'est pas Moucron. Plus bas. C'est encore plus bas. OK. Bien, mais pour l'instant, la réglementation ne prévoit rien pour le mois de septembre. La comptabilisation se fait à la date de comptage du 1er octobre et les périodes sont utilisables à partir du 1er octobre. C'est un centre où on peut quand même accueillir presque 200 personnes. Donc, je présume que voilà, nous allons avoir beaucoup d'enfants. Enfin, on a déjà eu des restrictions. Donc, est-ce qu'on peut faire une dérogation par rapport à cela? Donc, le texte réglementaire ne prévoit pas ce cas de figure. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est voir le nombre d'élèves qui arrivent début septembre et nous écrire en nous informant de cet afflux, et nous analyserons la demande et on la transmettra alors au gouvernement pour éventuellement un octroi de période en soutien pour l'organisation du mois de septembre. Il faut savoir que le processus peut prendre un certain temps. Il faut compter au minimum 10 jours ouvrables. Mais vous ne savez pas aujourd'hui combien d'élèves vous aurez demain. Donc, voilà. Cette question qui est déjà posée au ministère en juin. Et vous savez toujours ce que je peux comprendre. On vous répond par rapport à ce que prévoit la réglementation. Néanmoins, la réglementation autorise le gouvernement à octroyer des moyens complémentaires en cours d'année à un établissement qui devrait faire face à un afflux de primo-arrivants ou d'assimilés aux primo-arrivants. On pourrait considérer effectivement que la situation de septembre s'inscrive dans ce contexte-là et donc introduire une demande en fonction des élèves que vous allez inscrire au début du mois de septembre et on analysera la demande et on la transférera au gouvernement pour décision. Merci. D'abord la voisine. Donc, bonjour. Deux petites questions par rapport au NTPP classique. Vous avez dit qu'il serait intégré dans les catégories avec les 18. Ce n'est actuellement pas le cas, je suppose, quand je regarde mon NTPP pour le moment. Oui, mais c'est-à-dire que l'ethnique intègre progressivement le calcul, on en parlera dans la partie application informatique. Et donc, effectivement, les calculs ne sont pas encore affichés à l'écran. Donc, on est occupé à faire le dernier réglage à ce propos-là. Et alors, deuxième question, c'est par rapport aux 0,4 périmètres. Donc, vous avez dit que si l'élève quitte l'établissement, voilà, il part avec ces 0,4 périodes. Donc, en cours de l'année scolaire, s'il y a 5-6 élèves qui s'en vont, l'école continue à fonctionner sans ces 0,4 périodes. Alors, c'est une excellente question, effectivement, mais pour que l'école qui va recevoir l'élève venant d'un autre établissement qui a bénéficié des 0,4 périodes, il faut évidemment qu'on arrive à une date de comptage. C'est au moment où on va fixer l'inscription de l'élève à la date de comptage qu'on va faire le calcul pour le nouvel établissement. L'établissement précédent ne va pas perdre le bénéfice des périodes en cours d'année. On doit pouvoir effectivement sécuriser d'une certaine manière les établissements par rapport aux engagements qui ont été pris vis-à-vis des membres du personnel. Donc un élève qui a été pris en compte à la date du 1er octobre dans l'établissement A et qui le 20 novembre quitte pour aller dans l'établissement B, il aura été comptabilisé à la date du 1er octobre pour le premier établissement A et ce sera valable pour toute l'année jusqu'au 30 juin et
il arrivera dans l'établissement B. Si à la date du 15 janvier, cet élève fait la différence pour qu'il y ait un écart de plus de 10% par rapport au nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés primo-arrivants qu'il comptabilisait au 1er octobre, eh bien à ce moment-là, l'élève interviendra pour le calcul de l'encadrement jusqu'au 30 septembre suivant. Si cette différence n'est pas obtenue par l'inscription de cet élève-là, il faudra attendre que cet élève va intervenir dans le calcul pour le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, mais il n'y aura pas de recalcul pour la période du 16 janvier au 30 juin. Est-ce que j'ai été suffisamment clair pour... Voilà. Je peux juste rajouter peut-être une petite remarque pour peut-être résumer. En fait, il n'y a pas de recomptage à la baisse au 15 janvier. Donc, on peut très bien, si on pousse l'explication jusqu'au bout, on pourrait très bien qu'un élève va compter 0,4 dans son établissement dans lequel il était et il comptera dans l'établissement aussi 0,4 de l'autre côté. L'objectif est que la seule cas où il va avoir un recomptage à la baisse, c'est lorsqu'au 15 janvier, vous avez plus de primo-arrivants ni d'élèves d'assimilés. Je vous prends un exemple donc un centre d'accueil qui a ouvert dans un petit village ou autre, et qui a ouvert pendant 6 mois, et puis après qui ferme, là vous perdez vos 0,4. Vous perdez uniquement vos 0,4. Vous ne perdez pas l'encadrement période forfaitaire. Là, vous gardez juste 0,4. Mais c'est le seul et unique cas. Moi, j'avais une question par rapport aux moyens donc en septembre. Si on a accueilli dès le 1er septembre, non pas un afflux d'élèves, mais 10-20 élèves qu'on a inscrits en DASPA, on n'a pas encore de moyens d'ici le 1er octobre. Les écoles d'ASPA, oui. Non, pas l'école d'ASPA. Donc, si ce n'est pas une école d'ASPA, effectivement. Et donc, en attendant, on les inscrit temporairement dans une classe pour un peu voir. Inscrivez-les, oui, mais il faudra effectivement qu'à la date du 1er octobre, ils rejoignent le DASPA. Non, on est dans une situation un peu de flottement au mois de septembre, donc on fera preuve évidemment de compréhension par rapport à ce qui sera déclaré au départ des établissements scolaires. Mais vous nous aurez signalé pour le 31 août que vous comptez ouvrir le DASPA, donc ce qui va permettre d'ouvrir la possibilité de faire des inscriptions. Et dans ce cadre-là, pour le mois de septembre, vous allez déjà pouvoir inscrire en DASPA sans problème, mais il faudra qu'à la date du 1er octobre, vous ayez bien atteint la norme de 8. Voilà. Donc on va laisser ouverte la possibilité d'inscription, un peu comme quand vous annoncez, on a eu l'autorisation pour ouvrir une nouvelle section dans l'école, vous savez qu'il y a une norme à atteindre au 1er octobre. Nous, on ouvre le champ d'inscription possible dans les applications informatiques et on vérifie la norme à la date du 1er octobre. Et si elle n'est pas atteinte, évidemment, il faut que l'école trouve des solutions pour orienter les élèves correctement ailleurs. Donc, on fera la même chose pour les DASPA, je pense, plus pragmatique. Tout le monde a compris, c'est magnifique. Voilà. Donc on en vient maintenant à la scolarisation des élèves dans DASPA. Donc on l'a dit, peuvent être inscrits en DASPA des élèves primo-arrivants et assimilés primo-arrivants. L'important est que ces élèves répondent aux conditions de statut vues au tout début de la présentation au moment de leur inscription. Donc du moment qu'ils répondent aux conditions au moment de l'inscription, ils sont catégorisés comme primo ou assimilés primo pendant toute la durée de leur passage en DASPA et ils vont générer de l'encadrement pour le DASPA pendant toute cette durée jusqu'à leur intégration complète dans une année d'études et dans les limites évidemment de la durée maximum de passage en DASPA. Donc cette durée maximum a été prolongée à 24 mois par le décret du 7 février. Qui consiste en une période de 1 semaine à 1 an, plus 6 mois maximum sur décision du conseil d'intégration, donc ce qui était déjà le cas jusqu'à maintenant. Et cette période est prolongée d'encore 6 mois supplémentaires pour des élèves non alphabétisés. Il y a aussi la possibilité de prolonger en DASPA des élèves pour lesquels la date de sortie serait au 3e trimestre, donc après le 1er avril,
ceci afin d'éviter que les élèves, après leur passage en DASPA, intègrent une année d'études à la fin de l'année scolaire et au moment des examens. Donc, pour faciliter la transition, on leur permet de rester dans DASPA jusqu'à la fin et de rejoindre leur année d'études au 1er septembre suivant. Alors, un petit mot sur la... Ça ira mieux comme ça. Un petit mot sur la grille horaire des élèves en DASPA. Donc, les conditions n'ont pas changé. Donc, il faut un minimum de 28 périodes hebdomadaires. Et dans ces 28 périodes, il est prévu qu'il y ait 16 périodes minimum. Donc là, ça a un petit peu changé par rapport à la réglementation précédente où c'était 15, mais 16 périodes minimum pour du français, pour l'initiation à la culture scolaire, pour les sciences humaines et pour de l'éducation à la philosophie et citoyenneté, et 8 périodes minimum pour des mathématiques et des sciences. Alors, par rapport à l'intégration progressive, donc un petit mot aussi, pour la période des 10 premiers mois dans le DASPA, on peut intégrer l'élève progressivement à tout moment. Donc c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais si on accueille un élève primo-arrivant qui a toutes les aptitudes requises pour intégrer, je ne sais pas, une 3e année de l'enseignement général, on va pas attendre 10 mois avant de mettre sur un banc de la classe de 3e année générale. Donc là, c'est à l'école de voir, en fonction évidemment des aptitudes de l'élève. Par contre, le décret prévoit qu'après 10 mois, il y a une intégration obligatoire pour au moins 6 périodes hebdomadaires. Donc là, on n'a plus le choix. À partir de 10 mois, on doit intégrer au minimum l'élève dans une année d'études, au moins 6 périodes par semaine. Après 12 mois, là, c'est au moins 12 périodes hebdomadaires, et après 18 mois, si on va jusque-là, c'est obligatoirement 18 périodes hebdomadaires. Alors, on dit aussi, ça n'a pas changé par rapport aux dispositions décrétales précédentes, que l'intégration progressive peut comporter des cours dans les 3 degrés. Alors, évidemment, cette intégration est suivie de près par le conseil d'intégration, qui effectivement doit pouvoir valider les années d'études et les volumes de périodes hebdomadaires que l'élève va suivre dans ces années d'études. Donc, on n'attend pas 10 mois avant de faire un conseil d'intégration. L'intégration progressive doit pouvoir se faire en bonne intelligence avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, un petit mot aussi du conseil d'intégration. La réglementation n'a pas beaucoup changé non plus par rapport à sa composition. Donc, on a le chef d'établissement ou son délégué, les membres de l'équipe éducative en charge des élèves du DASPA, un membre de l'équipe PMS, un représentant du centre d'accueil et des membres de l'équipe éducative de l'école partenaire, s'il y en a une. Et alors, le conseil d'intégration doit remplir 4 missions: favoriser l'intégration optimale des élèves dans une année d'études, organiser l'intégration progressive, j'en ai parlé, au sein d'une année d'études, prolonger éventuellement la durée de passage en DASPA sur base de ce qu'Audrey vous a expliqué, et délivrer une attestation d'admissibilité aux élèves primo-arrivants et assimilés primo-arrivants sous certaines conditions. Attention que si ces élèves peuvent faire valoir des documents probants pour obtenir une équivalence, bien évidemment, on demande l'équivalence et l'élève intégrera l'année d'études qui sera envisagée sur base de la décision d'équivalence. Donc là, on doit passer par cette obligation de demander une équivalence si l'élève dispose de documents probants. Alors, malheureusement, la sanction des études n'a pas pu être présentée ce matin, donc défaut de participants. Donc, je vais essayer au mieux de commenter l'attestation d'admissibilité délivrée par le conseil d'intégration. Donc, les conditions à remplir pour se voir délivrer cette attestation d'admissibilité, je l'ai dit précédemment, c'est que l'élève soit primo-arrivant ou assimilé, qu'il ne possède pas de documents scolaires permettant de solliciter une équivalence et qu'il soit scolarisé dans un DASPA depuis au moins 6 mois, mais on parle ici de mois scolaires, donc ce ne sont pas des mois civils, donc juillet, août ne comptent pas.
Donc, je l'ai dit, il faut effectivement obligatoirement solliciter une décision d'équivalence si ces conditions ne sont pas réunies. Alors, vous verrez sur l'attestation d'admissibilité, il y aura probablement une circulaire qui va être publiée prochainement avec le modèle, ou c'est dans la circulaire, excusez-moi, le modèle a été approuvé tardivement, si j'ai bonne mémoire, donc on a anticipé. Là, vous avez la possibilité sur l'attestation d'admissibilité de cocher plusieurs possibilités d'orientation. Donc là, c'est utile parce que ça évite de devoir repasser par un conseil d'intégration si l'élève va se retrouver dans une école où on constate que plutôt que d'aller en troisième général, il serait bien aussi en troisième technique de transition. Malheureusement, l'attestation d'admissibilité était un peu trop restrictive. On a mis seulement qu'il était orienté vers une troisième générale. Donc là, ça pose un souci. Et donc, on a prévu dans l'attestation d'admissibilité plusieurs coches possibles. C'est pas exclusif. Donc, le conseil d'intégration doit pouvoir envisager toutes les possibilités d'orientation de l'élève qui la reçoit. Voilà, c'est juste un point d'attention pour éviter de devoir refaire des allers-retours vers un conseil d'intégration d'un établissement qui était d'ASPA et qui n'est pas l'établissement lui-même, puisqu'on a accueilli l'élève venant d'un DASPA organisé ailleurs. Voilà. Une madame qui a déjà le micro. Voilà, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que je viens de lire. Donc, un élève qui est assimilé primo-arrivant, donc éventuellement qui serait européen et qui ne serait pas en mesure de fournir des documents d'équivalence, bénéficie donc maintenant du joker du conseil d'admissibilité. Tout à fait, mais je serais fort étonné qu'un Italien n'ait pas de papier pour faire valoir une demande d'équivalence. Voilà. Ça arrive, des élèves qui ont des parcours de vie un peu plus compliqués et qui ont une nationalité européenne mais qui ont voyagé, voilà. Oui. De manière Donc ça arrive quand même. C'est une bonne nouvelle. Okay, voilà, tant mieux. Pendant que Hélène va porter le micro, nous avons une question d'une téléspectatrice. Peut-on intégrer progressivement un élève dans une section CFA? C'est une bonne question. En alternance, on organise des années d'études et des options de base groupées d'enseignement qualifiant. Donc, moi, il n'y a aucun souci à intégrer un élève dans l'enseignement en alternance. C'est un enseignement comme l'enseignement plein exercice, mais organisé sous une autre forme. Et il n'y a vraiment aucun souci à faire ce type d'intégration. Moi, j'ai une question concernant la grille horaire et principalement à la page 10, dernier paragraphe du point 4.1.3, où l'on dit que les élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans une année d'études spécifique ne peuvent être dispensés des cours de langue qu'avec leur accord de langue seconde. J'ai bien compris, donc ils pourraient être dispensés une fois qu'ils ont intégré, par exemple, une troisième technique de qualification, ils pourraient être dispensés de la langue néerlandaise ou anglaise. Oui, c'est ce qui a été voulu par le législateur pour pouvoir se concentrer sur l'apprentissage de la langue de... À la place, on doit lui remettre l'équivalent en français. Il faut évidemment que l'élève ait une grille de minimum 28 périodes. C'est pas une obligation de remettre l'équivalent en français, ça peut être dans d'autres activités, mais de préférence le français, vu le contexte. Je laisse Marion peut-être apporter des précisions. Oui, donc l'objectif était notamment pour un élève qui sort du DASPA, qui est intégré dans une année d'études, troisième générale par exemple, l'objectif c'était pas qui est évidemment une seconde langue. Hein. Je veux dire, je n'ai pas décidé de supprimer le néerlandais pour ces élèves-là, ou l'anglais, mais c'était vraiment l'objectif pour des élèves qui avaient besoin d'une continuité de suivi au niveau du français, de laisser la possibilité aux écoles, avec l'autorisation des parents, bien entendu, de pouvoir, par exemple, c'est 4 périodes de néerlandais, en faire peut-être 2 périodes de français, 2 périodes de néerlandais, ou 4 périodes de français. Enfin, en tout cas, français, je veux dire, de renforcement, ça peut être via les sciences humaines, via... donc, oui, effectivement, il est prévu cette possibilité. Mais c'est nouveau, c'est une possibilité avec l'accord des parents.
tout en sachant que nous sommes un pays avec 3 langues nationales et tout. Voilà, néerlandais, Encore 3 petites questions, enfin précision par rapport au conseil d'intégration qui a été décrit, la composition. On ne parle plus du chargé de mission qui vient de la direction générale. Je ne l'ai pas vu dans ce que vous avez projeté. Ce sont 2 choses différentes et ils portent le même nom dans la circulaire. Oui, pardon. Donc, si c'est toujours pour délivrer l'attestation d'admissibilité, il est toujours prévu que le conseil d'intégration accueille un chargé de mission de la DG. Parce que je ne l'ai pas vu dans ce que vous avez fait. Ce n'est pas dans le PowerPoint, mais c'est expliqué dans la circulaire. Ça, je l'avais vu dans la circulaire. Oui. Alors, on parle d'intégration à partir de 10 mois, intégration obligatoire progressive, minimum. C'est le minimum. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'intégration totale directement? À partir du moment où l'intégration progressive peut se faire à n'importe quel moment durant les 10 premiers mois, mais qu'elle est obligatoire par la suite, si vous voulez faire une intégration totale après 10 mois, il n'y a pas de souci. Et même avant, c'est un minimum obligatoire après 10 mois, mais elle est facultative auparavant. Donc, si vous voulez faire une intégration déjà dès le début de l'installation de l'espace, c'est possible. Alors, dernière petite question par rapport à toujours la composition du conseil. On parle d'un représentant CPMS, mais si nos élèves ne sont pas du tout suivis par le CPMS, il faut respecter la composition du conseil d'intégration telle qu'elle est prévue dans la réglementation. Donc, si, comme il y a obligation d'avoir une convention avec un centre PMS pour tout établissement d'enseignement, il faut inévitablement respecter cette disposition. Alors, une question d'un de nos téléspectateurs. L'élève a le niveau après 10 mois pour intégrer progressivement une 3G, mais nous n'avons que du P au sein de notre école. Comment dès lors procéder? Dans ce cas-là, si l'élève a le niveau pour une 3e générale, il faut l'envoyer dans un établissement scolaire qui organise la 3e générale. Excusez-moi. Voilà, donc il faut s'arranger avec un établissement scolaire pour accueillir l'élève dans la 3e générale. Il y a une convention de partenariat. Je crois que c'est le meilleur moyen à ce niveau-là pour pouvoir respecter cette contrainte. Éventuellement via une convention, mais pas nécessairement. Tout dépend un peu du choix, évidemment, des parents, en fonction du contexte particulier de l'élève. Bonjour. Je voudrais vous poser une question, et alors j'ai un sentiment, en vous posant ma question, un peu trop de sentiment. La première question concernant le conseil d'intégration élargi, est-ce que les tuteurs sont invités, tolérés? Tuteurs bénins. Oui, d'accord, mais dans la réglementation, ce n'est pas précisé. Voilà. C'est tout ce que je peux vous répondre. Alors, concernant l'intégration, je voulais juste vous demander votre sentiment. Est-ce que vous croyez qu'au bout de quelques années, beaucoup d'écoles vont prolonger la durée du DASPA? C'est une question évidemment très ouverte et je vous répondrai dans 2 ans. J'ai juste le sentiment que l'application des horaires dans la réalité, on est dans nos écoles, partager des élèves entre le DASPA et les classes ordinaires, ça va être un petit peu compliqué. Les horaires. Et je me demande si les écoles vont continuer à prolonger le DASPA. La question reste ouverte. Merci pour votre question. Alors, il y a encore une question dans la salle, mais j'ai une question ici d'une téléspectatrice. Pour le suivi d'un élève que l'on intègre, faut-il un document spécifique qui doit être mis dans son dossier scolaire, un PV de conseil d'intégration, point d'interrogation, qui vérifie et comment, point d'interrogation.
dans le dossier scolaire de l'élève, il doit y avoir un minimum d'informations qui figurent, évidemment, d'un point de vue purement administratif. La décision du conseil d'intégration et l'attestation d'admissibilité sont évidemment indispensables. Mais si on veut assurer un bon suivi de l'élève dans le cadre de son intégration progressive, des éléments supplémentaires doivent, je pense, être ajoutés dans le dossier, mais qui devient alors plus pédagogique qu'administratif. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à l'intégration encore progressive des élèves. Je voulais relever vraiment la grande difficulté que le mot obligatoirement suscite, parce que il y a des ASPA où on accueille 80, 100 élèves en même temps, et qui rentrent donc dans les premières conditions, 10 premiers mois. Donc, on pourrait avoir 40, 50 élèves à devoir insérer pour 6 heures au sein de l'école. J'imagine que ça concerne aussi les élèves non alphabétisés. Vous imaginez un élève non alphabétisé après 10 mois de scolarisation même dans un atelier de menuiserie, de construction, il y a des conditions de sécurité qui sont énormes, notamment la connaissance et la compréhension du français. Donc, ça nous pose vraiment une grande difficulté, ce mot obligatoire. On le fait, évidemment, depuis des années, cette intégration progressive, avec les élèves qu'on juge tout à fait aptes à intégrer des classes et aussi qui pourront être pris en charge par des professeurs de classes extérieures il faut aussi gérer ces nouveaux élèves, 50 élèves orientés dans des classes traditionnelles, c'est vraiment un énorme défi. Je voulais transmettre. Nous comprenons évidemment la difficulté. Moi, j'ai surtout envie de dire, peut-être que Laurent va pouvoir intervenir sur cette question-là, mais qu'il faut faire remonter ces difficultés pour qu'on puisse éventuellement les analyser. Voilà. Effectivement, donc moi je travaille au cabinet avec Marion, mais plutôt sur les questions d'accompagnement personnalisé, donc toutes ces prises en charge un peu plus individualisées des élèves, et donc c'est à ce titre-là que Marion me demande, tout en n'étant pas un spécialiste de l'ASPA, mais peut-être vous citez un cas, à mon avis, qui est extrême, 50 élèves à intégrer, d'autant plus que notre volonté est de créer des plus petites structures, où justement cette intégration serait plus facile. Intégrer 50 personnes, c'est effectivement un grand défi. Vous pouvez agir évidemment sur les cours. Dans un premier temps, on peut imaginer que les cours de sport soient un truc d'intégration qui favorise justement une socialisation et vraiment sélectionner les cours. Après, il faut éventuellement, on a aussi la possibilité de répartir partout dans l'école. Donc, il y a sans doute des endroits d'intégration qui seront plus... Mais ce modèle à 50 élèves, effectivement, enfin, ça dépend en plus 50 sur combien, mais effectivement, ça fait partie des difficultés qu'il faut nous faire remonter. Mais en jouant sur 6 heures, les cours, les endroits dans l'école, et éventuellement en anticipant, si vous avez intégré 50 personnes, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le BASPA pendant ce temps-là, ça veut dire que vous avez du personnel à disposition. Donc ça veut dire que à ces moments-là, si les enseignants ont la souplesse nécessaire, mais je dois bien dire que c'est tout un problème de... Enfin, ça reste très complexe. Bien, à certains moments, d'amener un aidant en classe pendant certaines heures d'intégration. Enfin, voilà, il y a un tas de souplesse comme ça qu'il faut obtenir, où j'ai pas de réponse. 50 élèves, c'est énorme. Notre volonté est de créer des plus petites structures pour favoriser cette intégration. Voilà, c'est la seule réponse à ce moment-ci qu'on peut fournir. Il y a des grandes structures qui fonctionnent très bien, et ce serait dommage, avec une expérience de 21 ans, je trouve que c'est comme une triste de se dire qu'à long terme, on devrait peut-être les dispatcher dans plusieurs écoles dans la région. Alors, moi, je peux répondre par rapport à ça. Le choix qui a été pris par le gouvernement, c'est aussi, certes, on a des grosses structures qui fonctionnent bien, mais il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, l'objectif est de pouvoir également obliger ces écoles qui mettent ces élèves pendant 18 mois dans un bâtiment qui se trouve à l'autre bout de la cour de récréation, de les forcer à faire l'intégration.
Parce que je pense qu'il est aussi nécessaire lorsque, alors je me doute bien qu'il y a des grosses structures qui fonctionnent bien, mais malheureusement, j'en ai très peu. Alors, on peut après se dire, ah ben voilà, on a l'impression qu'on paye un peu le fait que les autres fonctionnent moins bien. Ça, je peux entendre. Ça, je peux entendre. Mais le choix ici du Parlement et du gouvernement est évidemment plutôt global que sur certaines situations locales qui fonctionnent bien. Donc, je pense, comme vous dites, que vous pratiquez cette immersion progressive déjà actuellement et c'est quelque chose auquel je crois. Et donc, l'objectif était de pouvoir aussi forcer les écoles qui ne la pratiquent pas du tout de pouvoir également rentrer dans ce type de système. Alors, ça va être compliqué. Ça va surtout, j'imagine, voilà, comme on commence au temps zéro, il va y avoir des élèves qui vont arriver, tous 50 élèves qui risquent d'arriver en même temps en intégration, mais au fur et à mesure que le décret va s'appliquer, je l'espère, vous allez avoir de moins en moins d'élèves qui vont arriver tous en même temps dans cette intégration, et j'espère pouvoir aussi inciter de plus en plus d'écoles de prendre leurs responsabilités dans l'accueil de ces élèves. Faut pas que ce soit toujours les mêmes écoles avec le même indice socio-économique qui les accueillent. Donc, cette idée d'intégration progressive, elle vise un objectif, évidemment, plus global. Je peux juste vous demander de parler bien fort dans le micro parce que les personnes en ligne ont du mal à entendre les questions de la salle. D'accord. Merci. C'est une question relative aux chargés de mission pour les conseils d'intégration élargie. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision sur qui contacter, dans quel délai, à quel moment. Ça fait 2 ans que ça me semble problématique. Il y avait une personne régulière, et depuis 2 ans, j'ai 2 ou 3 personnes qui viennent. La dernière avait l'air, pardonnez-moi, de sortir d'un bureau et ne pas trop savoir ce qu'elle faisait là. Bon, on le fait avec assez de sérieux pour y arriver, mais ou bien on nous dit, mais vous nous demandez ça maintenant, on n'a pas le temps, on a trop de gens, on a trop d'écoles à gérer. Et donc, voilà, je ne peux pas dire précisément à quel moment je vais demander un conseil d'intégration, parce que ça dépend de différents facteurs, d'évaluation, de projets qu'on met en place, mais donc, voilà, quand peut-on le faire, à quel moment, qui contacter. Enfin, je pense que ça devrait être un petit peu clarifié quand même, si vous voulez. Je comprends parfaitement votre question et merci de l'avoir posée. En fait, la procédure est en cours de révision, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que dans la circulaire, on renvoie vers le service de la sanction des études pour la validation du dossier, et ce service articulera son travail avec la direction des jurys. Mais vous aurez des précisions sur la procédure elle-même, mais par contre, si vous voulez organiser un conseil d'intégration, vous envoyez les informations utiles vers la boîte mail de la sanction des études, donc sanctiondesétudes@cfwp.be. C'est le point d'entrée qui est annoncé dans la circulaire. Et puis après, vous verrez la suite qui sera donnée. Mais une suite, ça, c'est certain, il y en aura. Concernant les intégrations partielles, qu'en est-il des normes de sécurité? Je m'explique. J'y ai pas mis parce qu'on travaille depuis longtemps en PASPA et on procède à des intégrations partielles depuis longtemps. Si des élèves, le but de l'intégration, c'est de les orienter vers la meilleure classe, le niveau d'études qui leur correspond. Si maintenant, je prends l'exemple, j'ai 3 élèves qui veulent faire mécanique, mais je dépasse mon quota d'élèves de sécurité en mécanique. Si je compte les élèves de DASPA plus les élèves de 3e mécanique, mais que les 3e mécanique, eux, sont dans la norme. Qu'est-ce que je fais? En aucun cas, vous pouvez dépasser la norme de sécurité de l'atelier. Donc, s'il est à 10 ou à 12, je ne sais pas, 12 en mécanique, il faut 12. Donc, si vous voulez faire une intégration progressive, bon, dans le dispositif, pendant 1 an, vous avez les jeunes qui peuvent éventuellement ne faire aucune intégration. Donc, vous apprenez à les connaître, ils deviennent de plus en plus compétents, etc., pour tous les compétences de compréhension de normes de sécurité, etc. Et puis, c'est la 2e année seulement, donc ça n'est qu'à la rentrée suivante que vous pouvez alors anticiper l'intégration. Si vous en avez repéré 3 qui ont le profil, il faut leur laisser 3 places, éventuellement.
enfin, je ne vois que ça comme possibilité, parce que la norme de sécurité, elle est non dérogatoire. Donc vous devez absolument anticiper, à partir du moment où vous connaissez vos élèves et que vous avez repéré les bons profils, il faut tabler sur des places qu'on leur réserve l'année suivante. Je ne vois que ça comme possibilité. Oui, mais comme l'intégration est obligatoire à partir des 10 mois, oui. Et que les élèves primo-arrivants viennent de manière, ils rentrent pas le 1er septembre, ils rentrent le 1er septembre, ils rentrent le 1er. Et donc, le délai de 10 mois, obligatoire, arrive, je peux pas bloquer 3 places en 3e mécanique pour 3 élèves qui vont peut-être arriver au mois de mars. Oui, sauf que vous commencez avec 6 périodes d'intégration progressive. On vous demande pas d'intégrer 12 périodes ou la moitié du temps non plus. C'est d'abord 6 périodes minimum. Mais s'ils veulent faire de la mécanique, je dois le mettre dans un atelier mécanique. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Donc, je devais partir à 16 enfants. Ah non, tu ne peux pas faire de la mécanique. Mais c'était le cas avant. Avant aussi, vous aviez des normes de sécurité à respecter. Avant, c'était le cas aussi. Oui, mais avant, quand vous vouliez intégrer un élève de manière partiellement dans un atelier de mécanique, vous deviez aussi respecter les normes de sécurité. Mais ils étaient intégrés au 1er septembre. Et donc là, on savait réserver leur place. Mais à partir du moment où on a un délai de 10 mois, qui nous impose à un moment une date. On commence avec 6 périodes. Ces 6 périodes. On parle bien de mois d'intégration. Non, non, civil. C'est des mois civils. Non, mais je veux dire, vous pouvez, ces 6 périodes, ça peut être le cours de sport, ça peut être des cours d'anglais, parce que le gamin a une bonne parle bien anglais, parce qu'il a aussi des compétences langagières dans d'autres langues. Il peut connaître l'anglais, c'est aussi peut-être faciliter aussi son intégration avec d'autres élèves en anglais. Ça peut être, ces 6 périodes, je vous donne, c'est pas, et après, au 1er septembre qui suit, là, il rentre en mécanique, toutes les périodes que vous voulez. Mais la première étape, c'est 6 périodes. Bon, même si l'élève arrive, par exemple, en mars, il faudrait lui faire son intégration partielle en janvier de l'année suivante, 10 mois. Et puis donc là, vous pouvez ne pas le mettre en mécanique et attendre encore les 6 mois suivants pour de toute façon, s'il est toujours dans les conditions, parce que là, on sait sur un 18 mois de DASPA, ça fait beaucoup et c'est pas autorisé pour tout le monde. Enfin, il semble quand même que... 18 mois, oui. 18 mois, oui. 18 mois, oui. Donc, il y a moyen de... Enfin, il y a sans doute moyen d'anticiper, mais ce que je redis ici, c'est que la norme de sécurité des ateliers est non dérogatoire. Donc, s'il n'y a pas de place pour lui, vous ne pouvez pas le mettre. Donc ça, c'est évident. Ou tabler sur un taux d'absence. Je vais peut-être compléter par une idée qui est à creuser, évidemment. On ne doit pas consommer toutes les périodes du DASPA au 1er septembre ou au 1er octobre. On peut très bien réserver des périodes pour éventuellement faire face à des situations comme celle-là et faire 2 groupes de mécanique. Et ça, c'est à réfléchir, évidemment, dans le projet DASPA. On peut imaginer réserver des moyens pour faire des dédoublements en cours d'année et on validera alors l'activation des périodes à un moment déterminé. On est dans un contexte particulier. Si vous avez trop de moyens, vous n'êtes pas obligé de tout consommer, vous les gardez en réserve. Soit pour votre établissement qui organise le DASPA, soit pour les écoles partenaires, à qui vous transmettriez alors des périodes en cours d'année pour pouvoir dédoubler un groupe classe parce que la norme de sécurité l'exige. Voilà une piste. Voilà. Je vais continuer dans le même sens. En fait, je me dis, ce qui, moi, m'aiderait, c'est à comprendre, en fait, quel est exactement l'objectif derrière cette obligation d'intégration. Parce que, voilà, j'entends l'exemple que vous donniez, on a des structures, avec beaucoup, ils sont parqués dans un endroit, et puis, voilà, au 1er septembre de l'année d'après, on les lâche quelque part, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je prends la situation sur Bruxelles, où les DASPA actuellement, en secondaire, sont quand même essentiellement des écoles ayant du qualifiant. Donc, j'y vois aussi l'intérêt pour des élèves qui veulent poursuivre dans l'enseignement général. Ok, on parle de partenariat. Ma question, c'est faut-il que des écoles signent des documents particuliers? Puisque j'imagine qu'il y a des assurances derrière. Donc, imaginons un enfant va 6 périodes sur un autre établissement d'un autre réseau, que faut-il faire? Et en même temps, enfin voilà, moi je parle que de Bruxelles, je ne connais pas les autres régions. En pratique, je ne vois pas trop en cours d'année
si on veut que ce soit profitable dans la question de l'orientation de l'élève, il y a une saturation quand même sur Bruxelles, si on prend le deuxième degré qui soit général ou qualifiant, comment ces élèves peuvent-ils profiter de s'immerger dans une option X ou Y en cours d'année? Ça, j'ai un peu du mal à réaliser. Mais peut-être que ce n'est pas l'objectif de l'intégration progressive. Donc, par rapport à des possibilités de travail avec d'autres établissements scolaires, donc comme j'ai signalé, la convention de partenariat peut être un élément qui peut faciliter l'intégration. D'ailleurs, à la base, si je fais une petite historique de cette convention de partenariat, à la base, dans l'enseignement secondaire, cette convention a justement pour but d'ouvrir plus d'options aux élèves primo-arrivants et en fonction des options qui sont proposées dans les différentes écoles. Après, suite à l'arrivée massive de primo-arrivants, on a utilisé, entre guillemets, cette convention de partenariat pour ouvrir d'autres DASPA ailleurs et pouvoir répartir au mieux ces élèves, chose que maintenant ce sera plus lieu d'être puisque une école qui accueille oui primo-arrivants peut ouvrir un DASPA, peu importe s'il est attaché à un centre ou pas. Donc à ce niveau-là, la convention de partenariat va retrouver sa nature d'origine pour laquelle elle a été pensée, justement ouvrir plus d'options pour l'orientation de ces élèves et pas cantonner ces élèves dans le qualifiant ou dans le professionnel. Donc ça, c'est parmi la question que vous formulez par rapport à l'orientation. Donc les conventions de partenariat peut être un outil pour pouvoir envisager des intégrations progressives. Donc ça, c'est tout à fait possible. Par rapport à l'objectif que j'ai souligné précédemment sur l'intégration progressive, nous avons le Parlement a pris le choix d'augmenter les moyens d'ASPA, de prévoir un calcul du NTPP pour ces élèves-là, ce qui n'était pas le cas avant, de prévoir un allongement du DASPA jusqu'à 24 mois et ce que le gouvernement, dans une envie aussi d'une vision inclusive du DASPA, et je pense que c'est ça qui a été voulu, l'objectif poursuivi, c'est d'avoir une vision inclusive du DASPA. Alors, de nouveau, j'ai des DASPA qui ont cette vision-là et qui la pratiquent. J'en ai d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de pouvoir montrer un signal décrétal en disant « Nous voulons une vision inclusive du DASPA ». Juste une petite précision, donc l'élève reste bien évidemment inscrit dans l'école qui organise le DASPA dans le cadre de l'intégration dans une autre école ou une autre section. Toujours une bonne question. Toujours une question concernant l'intégration progressive obligatoire. En parlant de normes, on a parlé à propos des premières D, pourrions-nous dépasser les normes en première D? C'est le même principe. C'est-à-dire que la norme de taille des classes en première différenciée doit rester à 18. Donc, avec qu'on fait avec des élèves qu'on va devoir intégrer en première D? Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure donne des pistes de réponse à la question. Notamment la réserve de moyens éventuellement pour dédoubler un groupe classe. Oui, c'est ce que Vincent a dit. Toujours par rapport, vous avez dit tout à l'heure, on peut les intégrer au niveau deuxième, troisième degré. Est-ce que ça peut aller pour un même élève, on pourrait l'intégrer par exemple 6 heures en troisième général en français, et la même chose en quatrième général. Est-ce qu'on peut jouer sur deux? C'est très clairement indiqué dans le décret, on peut l'intégrer dans des cours de 3 degrés.
Donc, on a terminé avec le DASPA, on en vient maintenant au dispositif d'accompagnement du FLA. Enseignant de l'apprentissage, ça va être plus bref. Donc, un dispositif devra être organisé pour des élèves primo-arrivants et assimilés dans une école qui n'organise pas de DASPA. Ces élèves, à ce moment-là, seront inscrits dans une année d'études, mais ils ont besoin de renforcement en français. Et le dispositif va consister en l'organisation de ces périodes de renforcement en français au sein de l'année d'études. Les élèves, évidemment, vont générer le NTPP pour l'année d'études dans laquelle ils sont inscrits, mais ils vont aussi générer un encadrement spécifiquement pour le dispositif-là, qui sera à nouveau les 0,4 périodes par élève primo ou assimilé, dont Vincent a parlé pour le DASPA. Donc, c'est des périodes qui sont octroyées à toute école qui accueille des primo-arrivants ou des assimilés, indépendamment de l'organisation de DASPA. Je ne rentre pas dans le détail puisque le mode de calcul est le même. Ce sont des périodes qui sont octroyées aux élèves pour 24 mois et à 2 dates de comptage pour l'école au 1er octobre et au 15 janvier, avec toujours des possibilités d'ajustement au 15 janvier à la hausse ou une suppression d'encadrement s'il n'y a plus d'élèves. On a un peu parlé des partenariats, donc on y revient, il y a plus de détails dans la circulaire, mais donc les partenariats sont toujours possibles entre une école qui organise un DASPA et une ou plusieurs écoles partenaires. Les élèves du DASPA restent inscrits dans l'école qui organise le DASPA et à ce moment-là, des élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans les écoles partenaires seraient inscrits dans une année d'études. Le partenariat vise principalement dans l'enseignement secondaire à multiplier donc le choix possible des années d'études et des formes et options pour l'intégration de l'élève. Il va viser à mutualiser l'encadrement des écoles, les périodes forfaitaires d'ASPA et les périodes 0,4 pour intégrer ces élèves. Donc le calcul de l'encadrement du partenariat consistera en des périodes 0,4. Pour le calcul de ces périodes, on va totaliser le nombre d'élèves primo et assimilés de l'école porteuse d'ASPA et de toutes les écoles partenaires. Pour les périodes forfaitaires d'ASPA, par contre, on ne va que prendre en compte les élèves inscrits dans l'ASPA, puisque ce sont seulement ces élèves qui génèrent des périodes forfaitaires d'ASPA. Il conviendra ensuite aux écoles de déterminer le nombre de périodes qui revient à chacune d'entre elles, et ce sera précisé dans la convention de partenariat et dans l'annexe à la convention, donc vous trouvez les détails dans la circulaire, qui sera à transmettre à l'administration pour le 15 octobre, sachant que ces conventions sont conclues pour une durée de 2 ans. Quelques précisions. Le calcul de l'encadrement du partenariat, donc notamment des périodes 0,4 qui seront totalisées, ne sera pas disponible dans l'application de GOS pour l'année scolaire 2019-2020, puisque les équipes informatiques n'ont pas encore pu développer les modifications nécessaires. Donc ce sera géré par notre service, on vous donnera des précisions plus tard dans l'année. Une autre remarque, c'est que les conventions de partenariat qui ont été conclues avant l'année scolaire 2019-2020 sont de fait nulles au 1er septembre avec l'entrée en vigueur du nouveau décret. Donc si vous souhaitez poursuivre un partenariat que vous avez en cours depuis plusieurs années, il faudra signer à nouveau une convention de partenariat et nous la transmettre pour le 15 octobre. Voilà, alors venons-en aux applications informatiques. Donc, nous avons 2 applications métiers, l'une qui s'appelle Ciel, donc signalétique élève, et l'autre qui s'appelle GOS. Donc, Ciel va recevoir les différentes informations relatives aux inscriptions des élèves, soit en direct pour ceux qui l'utilisent via le web, soit au départ de l'application locale qui transmettra via l'outil web service les informations à Ciel. Alors, il est important de bien comprendre que c'est l'établissement qui doit déclarer un statut d'élève primo-arrivant ou assimilé primo-arrivant à l'application Ciel. Donc, au départ de cette déclaration, dans Ciel Web, des champs complémentaires vont s'afficher et il appartiendra à l'établissement de renseigner les informations suivantes, à savoir la date d'entrée sur le territoire,
le statut, réfugié, demandeur d'asile. C'est une information facultative parce que la nationalité étant obligatoire, donc là, effectivement, on aura déjà l'information par ailleurs dans un autre endroit de l'application. Mais si vous avez l'info, vous la mettez là. La date de passation du test et le résultat au test, soit A, soit C, pour les nouveaux, pour les assimilés aux primo-arrivants. Et ça, c'est effectivement une nouveauté. Et l'application GOS, qui va calculer l'encadrement, va automatiquement recevoir les données globalisées de Ciel sur base des informations que vous aurez encodées, soit en direct, soit transférées via web service, et affichera alors les différents types d'encadrement que j'ai précisé précédemment. Donc on va donner plus de détails pour rappel à ce sujet. Donc vous aurez dans GOS, et ça tout le monde y a accès via le web, votre dossier population au 1er octobre qui va être complété par les données globalisées du nombre de primo-arrivants et d'assimilés primo-arrivants, d'une part, et par le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul d'encadrement. Donc, le statut de primo-arrivant, lui, il est fixé au moment de l'inscription. Le statut d'assimilé primo-arrivant, il sera fixé au moment de la date de passation du test. Mais ces statuts donnent droit à de l'encadrement pour une période de 24 mois, tant pour le DASPA que pour les périodes 0,4. Et donc, ces renseignements vont être enregistrés dans l'application Ciel et suivront l'élève lors d'un changement d'école. Donc, on a vraiment essayé d'affiner un travail avec l'ETNIC pour pouvoir réenregistrer lors du passage d'un établissement à l'autre ou d'une année scolaire à l'autre, puisqu'on travaille sur une période de 24 mois, des paramètres spécifiques que sont la date, je veux dire, d'entrée en vigueur pour de l'élève pour le calcul de l'encadrement et la date finale qui se situe 24 mois plus tard. Et donc, dans GOS, dans le dossier population, on va cibler les primo-arrivants qui auront le statut strict sur base de l'inscription à la date du 1er octobre et je parle sous le couvert d'Audrey, qui peut éventuellement me compléter ou me corriger si je me trompe. Et donc, on aura 4 chiffres distincts dans GOS. Les primos et les assimilés primos sont stricts et le nombre de primos et d'assimilés primos qui seront pris en compte pour le calcul de l'encadrement. Il y aura forcément des petites différences entre les chiffres, sachant que c'est bien évidemment ceux qui comptent pour le calcul de l'encadrement qui vous intéressent pour avoir votre résultat de l'enveloppe, mais c'est utile de savoir quels sont les élèves qui sont primo-arrivants au sens strict au moment de leur inscription ou au moment de leur la date de passation du test. Et dans le dossier NTPP organisable pour l'année scolaire en cours, donc qui sera un dossier à la date du 1er octobre, là, vous verrez apparaître en fait dans 2 onglets les informations relatives au calcul d'encadrement. Donc, sous l'onglet NTPP, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est assimilé au calcul du NTPP, donc la partie NTPP d'ASPA. Et sous l'onglet période complémentaire, vous aurez 2 lignes, période forfaitaire d'ASPA et période 0,4. Et on doit encore créer un dossier pour le calcul de l'ajustement des périodes 0,4 au 15 janvier. Il n'est pas encore disponible, mais avant la création de ce dossier, on devra également vous communiquer par voie de circulaire les éléments techniques pour l'encodage de la déclaration de l'utilisation de ces moyens d'encadrement dans ce qu'on appelle le cadre d'emploi réel de GOS. Et ça, les travaux sont en cours à notre niveau, mais nous espérons vous faire parvenir une circulaire technique alors d'ici le 15 septembre. Et pour rappel, comme Audrey l'a dit tout à l'heure, les partenariats ne seront pas gérés dans GOS en 2019-2020. Donc les démarches à effectuer auprès de l'administration pour organiser la rentrée, ce sera donc à nouveau d'informer l'administration de la volonté d'organiser un DASPA, si possible avant le 31 août, et comme ça nous irons vérifier dans GOS que l'organisation du DASPA est bien cochée dans le dossier la signalétique et structure de votre école.
Alors, je sais que vous avez, certains ont déjà envoyé des mails, donc nous allons traiter vos demandes à la fin de cette semaine. Nous irons modifier le dossier signalétique et structure de l'école, le cas échéant. Ensuite, vous devrez encoder le statut des élèves, comme l'a expliqué Vincent, dans Ciel ou dans les applications locales pour l'inscription des élèves, et les inscrire dans le DASPA ou dans une année d'études, éventuellement s'ils peuvent déjà rejoindre une année d'études. Il faudra faire passer, pour les élèves assimilés au primo-arrivants, évidemment, il faudra faire passer les tests de français avant la date du 1er octobre, tout simplement parce que si le statut d'élève comme assimilé primo-arrivant n'a pas été validé avant le 1er octobre, il ne pourra pas être pris en compte dans le calcul de l'encadrement et donc vous perdrez de l'encadrement pour cet élève. En conclusion, simplement les éléments à retenir du nouveau décret, donc c'est qu'il y a deux catégories d'élèves qui sont visés dans l'enseignement secondaire, les primo-arrivants et les assimilés, avec le développement d'outils d'évaluation pour déterminer la non-maîtrise de la langue de l'élève assimilé primo-arrivant. Pour ces élèves, pour l'accueil de ces élèves, deux dispositifs pourront être organisés, le DASPA toujours, ou le dispositif d'accompagnement FLA qui est nouveau, qui est introduit à la rentrée et qui sera obligatoire pour les écoles qui n'organisent pas de DASPA. Un encadrement des élèves primo-arrivants et assimilés sera calculé automatiquement dans le GOS. Vous n'aurez plus à transmettre les relevés mensuels comme vous le faisiez pour les DASPA pour le 15 mai de chaque année à l'administration. Donc, ce seront les données dans Ciel qui vont déterminer le calcul de l'encadrement avec trois catégories d'encadrement pour les écoles qui organisent un DASPA, le NTPP, les périodes forfaitaires DASPA et les périodes 0,4, et une seule catégorie d'encadrement pour les dispositifs FLA qui sont les périodes 0,4. Toutes les nouvelles dispositions pour le calcul de l'encadrement entrent en vigueur au 1er octobre 2019 avec, pour les écoles qui organisaient déjà un DASPA l'année précédente, une prolongation des périodes DASPA pour le mois de septembre 2019. Voilà, juste une précision concernant les périodes d'ASPA prolongées du 1er au 30 septembre. Elles ne sont pas intégrées dans le dossier GOS d'encadrement NTPP 15 janvier. Vous avez tous les établissements qui organisaient un DASPA en 2019 ont reçu de ma part un courrier confirmant l'octroi de ces périodes pour le mois de septembre. Donc on se base sur ce courrier-là pour les engagements. Et dans GOS, vous aurez le nouveau calcul sur base de la situation enregistrée à la date du comptage, 1er octobre. Voilà, merci de votre attention. Des questions peut-être? Oui. Lorsqu'il est noté que le dispositif FLA est obligatoire pour les écoles qui n'organisent pas de DASPA, si nous n'avons pas d'élèves primo-arrivants, est-il malgré toutes les démarches à effectuer? Non, alors c'est obligatoire pour les écoles qui accueillent des élèves primo-arrivants et assimilés et qui n'organisent pas de DASPA. Pour les écoles qui n'accueillent pas d'élèves primo-arrivants assimilés, évidemment, il n'est pas nécessaire d'organiser un dispositif. Et qui bénéficient évidemment de période 0,4. Si des élèves en tout cas du projet est dans la culture de notre école, nous n'avons pas en tout cas du projet tendance à organiser ce genre de choses. On avait l'habitude en tout cas de diriger vers d'autres écoles. Ceci est encore possible, et en tout cas on doit répondre. Il n'y a pas d'obligation à ouvrir un DASPA, bien évidemment, et si vous avez une école qui organise le DASPA à proximité, voilà, c'est le choix de l'établissement de diriger l'élève vers une structure qui correspond mieux à ses besoins. Mais dans un contexte particulier ici, qui vise les primo-arrivants et les assimilés aux primo-arrivants. Dans ce contexte-là, effectivement, on peut renvoyer vers des écoles qui se sont spécialisées dans la prise en charge de ces élèves. On a parlé de l'intérêt de faire un partenariat entre une école porteuse d'un DASPA et une autre école en termes d'objectifs pour l'élève, donc pour lui ouvrir plus d'options. Maintenant, en termes d'heures d'encadrement, est-ce que vous pourriez repréciser les modes de calcul?
Donc, si l'élève, enfin, dans un partenariat avec une intégration progressive dans une année d'études d'une école déterminée qui n'est pas l'école porteuse du DASPA, l'élève reste inscrit en DASPA et génère donc les moyens d'encadrement pour le DASPA. Alors, pour l'école porteuse, oui. Et donc, c'est l'école porteuse qui va bénéficier également des périodes 0,4 puisque l'élève est inscrit dans l'école porteuse. Donc, l'école porteuse que je comprends bien. Attendez, il faut que vous ayez le micro parce que sinon on n'entend pas. Il revient.